Roner, la radio qui élève le débat jusqu'à t'envoyer on air. Donc, si ça vous dérange pas, je voulais vous demander un peu votre parcours. D'accord, j'ai eu mon bac au lycée du Val-Forêt à Mantes-la-Jolie. Après, j'ai essayé de préparer Sciences Po, je ne l'ai pas eu. Donc, je suis allé dans une fac d'économie. Là, j'ai fait de l'économétrie, j'étais à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc, en fait, j'ai fait une maîtrise d'économétrie. À l'époque, il fallait faire l'armée. Donc, je suis parti à l'armée en novembre 89, juste après ma maîtrise. Et j'ai été réformé de l'armée au bout de 15 jours. Donc, oui, tous les grands examens, je les ai ratés. Donc, voilà. Et donc, je me suis retrouvé dehors au mois de décembre, je me rappelle, et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et donc j'ai trouvé un stage absolument formidable à la direction des études économiques de Saint-Gobain. Et après, je comptais reprendre mes études. Donc c'est pour ça que l'été suivant, après 4 ans d'économie, je m'étais dit, je ne sais absolument pas comment fonctionne une entreprise, c'est embêtant. Donc je vais faire une école de commerce. J'ai fini premier pas pris à l'EDEC à Lille, et donc je me suis retrouvé... alors par contre à Rouen, j'avais échoué vraiment lamentablement. Et donc je me suis retrouvé un peu sans rien, voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire un stage au Nouvel Économiste, que je suis rentré ensuite à l'Expansion, au centre de prévision, et je suis resté donc à l'Expansion de 91 à 2012, voilà, et en 2012 j'ai quitté l'Expansion pour aller à BFM. D'accord, merci beaucoup. Vous avez un discours optimiste mais réaliste, je trouve, sur l'avenir de l'économie en France et dans le monde. J'ai remarqué que vous utilisiez souvent le mot mutation plutôt que crise. Ouais. C'est voulu, c'est... Bah ouais, parce que la crise en soi, c'est quoi? C'est le passage, finalement, d'un monde ancien à un monde nouveau. Alors après, vous avez des façons plus ou moins douloureuses de passer de l'un à l'autre, même s'il y a toujours des transitions qui sont difficiles. Et notamment dans le moment où vous êtes encore dans la phase où vous voyez disparaître le monde ancien et où vous ne voyez pas clairement se dessiner le monde nouveau. Et donc ça c'est difficile, mais il y a très peu de pays dont on peut dire qu'ils ne se sont jamais relevés, qui sont rentrés dans un déclin considérable. Vous en avez quelques-uns. Prenez l'Argentine par exemple, qui est un pays qui n'a cessé de décliner, mais pour des raisons qui tiennent à une mauvaise gestion chronique, finalement, liée à la très mauvaise qualité de la classe politique, au fait que, par exemple, c'est un pays dans lequel la dictature a décimé toute une génération d'élites. Il y avait un économiste qui était Paul Samuelson, qui avait une citation qui était marrante. Il disait en fait qu'il y a 5 types d'économies. Alors il disait ça dans les années 60. Donc à l'époque, il y avait les pays capitalistes, il y avait les pays socialistes, donc le bloc soviétique, il y avait les pays, ce qu'on appelait les pays du tiers-monde, et puis il disait il y avait le Japon et l'Argentine. L'Argentine qui a tout et dont on ne comprend pas pourquoi elle échoue aussi lamentablement, et le Japon qui a rien et dont on ne comprend pas non plus pourquoi il réussit aussi bien. Donc voilà, c'était le truc. Donc il n'y a pas de déclin irréversible, même dans l'histoire de France, hein, vous avez des périodes au cours desquelles on a connu des situations bien pires que la situation actuelle. Et la difficulté en France, c'est qu'on a du mal à s'adapter, on a du mal à faire des réformes. On fait très bien la révolution, mais on ne sait pas faire des réformes. Donc voilà, donc il est possible que la transition soit un peu chaotique, mais il y aura un avenir meilleur. Une des solutions que vous proposez pour avancer et passer au-dessus de ces différentes crises, c'est de miser sur les pays émergents, qui sont pour vous une source de croissance. Ouais. Vous avez surtout parlé des pays asiatiques. Je voudrais votre avis sur le Moyen-Orient et en particulier les Émirats arabes ainsi que l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de ces pays-là sur leur rapport avec la croissance? Ouais. Alors, ce qui est intéressant, alors le seul pays pour lequel je suis depuis très longtemps d'ailleurs totalement pessimiste et dans lequel je ne vois aucune amélioration se dessiner, c'est la Russie. Voilà, c'est un pays dans lequel, pour moi, il se passe, c'est une illusion, la Russie. Alors, ce qui est intéressant au Moyen-Orient, c'est qu'on voit effectivement, d'abord, que ces pays, après avoir fait les mêmes erreurs que beaucoup d'autres dans la gestion de leur manne pétrolière, on voit que ce sont des pays aujourd'hui qui, quand même, ont fait des efforts pour bien gérer leurs finances publiques, des efforts pour redistribuer une partie de la richesse aux populations, et surtout qui ont fait des efforts pour essayer de préparer l'après-pétrole et l'après-gaz, donc de se diversifier. On voit par exemple, regardez ce que fait le Qatar, regardez ce que fait
Dubaï, où on essaye de devenir à la fois aussi donc, un pôle touristique attrayant, de devenir un centre financier important, sachant que, il ne faut pas oublier un truc, c'est que ce sont des pays dans lesquels il n'y a pas de population, donc il n'y a pas de marché vraiment intérieur. Donc pour nous, si vous voulez, c'est pas le même enjeu que des pays comme l'Asie, etc. Mais en revanche, c'est des pays qui sont en train de développer des modèles de croissance beaucoup plus durables que ce qu'ils avaient auparavant. Donc ça, c'est un point. Et puis l'Afrique, objectivement, c'est le continent pour lequel on peut être le plus optimiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute sur le fait que l'Afrique est un continent qui a réussi à décoller. Et vous pouvez le voir sur vraiment tous les critères. C'est-à-dire qu'avant l'Afrique, en gros, l'Afrique allait bien quand les matières premières étaient chères et allait mal quand les matières premières étaient basses. Or aujourd'hui, c'est un pays c'est une zone qui en partie a quand même réussi à s'affranchir de ça. C'est une zone qui ne prospère plus uniquement grâce aux capitaux de l'aide internationale, mais qui attire maintenant massivement les investisseurs privés. Ce sont des zones dans lesquelles vous avez plusieurs sauts, plusieurs générations de technologies qui sont sautées. C'est-à-dire qu'ils ont l'avantage par rapport à nous. Ils ne vont pas passer par tous les stades par où on est passé. C'est une zone dans laquelle se développe une classe moyenne aussi. Et ça, c'est vraiment fondamental. Parce que quand dans un pays, vous commencez à avoir une génération de gens qui a quelque chose à perdre, parce que ce sont des gens qui ont commencé à pouvoir acheter une petite maison, à constituer une petite épargne, à éventuellement acheter une voiture, à commencer à avoir un peu de produits financiers, de la téléphonie mobile, etc. Quand vous avez toute une catégorie sociale qui commence à avoir quelque chose à perdre, ça vous fait un socle social beaucoup plus stable. Ce sont des pays dans lesquels il y a une meilleure gestion des finances publiques, il y a une plus grande transparence du code des affaires, du code du travail, de la législation, etc. Donc ce sont vraiment des pays qui connaissent un progrès vraiment spectaculaire et considérable. Alors sur quoi ils vont capitaliser demain ? C'est sûr que compte tenu des problématiques d'immensité des territoires, de difficultés d'accès à la mer, etc., ce sera sans doute pas des puissances industrielles phénoménales. Mais sur la révolution agricole, par exemple, c'est des régions qui peuvent apporter énormément de choses. Quand on va être capable d'utiliser tout un tas de nouvelles méthodes de culture, où vous avez besoin de beaucoup moins d'eau que ce que vous avez besoin aujourd'hui, etc., là-dessus, vous pourrez avoir des pays qui se développent, tout ce qui va être possible en matière de technologie, de tout ça. Donc je pense que moi c'est la zone, enfin je veux dire aujourd'hui c'est quasiment la zone la plus dynamique du monde déjà. Sur les 15 dernières années, vous avez 6 des pays les plus dynamiques du monde qui sont des pays africains. Donc moi je suis très optimiste pour l'Afrique. On va revenir sur la France maintenant. La France est assez sévère avec ses entreprises d'après vous. C'est 120 milliards de plus d'impôts pour les entreprises qu'en Allemagne. Mais vous avez dit que l'État commençait à lâcher prise un peu et à détendre les relations État. Alors pour le moment, il y a tout un tas de signaux qui vont quand même dans le bon sens. Indéniablement, il y a une inflexion de la politique économique en faveur des entreprises. C'est-à-dire que quand vous regardez le discours qui était le discours d'il y a un an, prenez le discours par exemple du 31 décembre 2012 et celui du 31 décembre 2013. Le 31 décembre 2012, on vous dit que on va créer des emplois parce que va y avoir les contrats aidés, c'est-à-dire contrats d'avenir, contrats de génération. On vous dit qu'on ne réduira pas la dépense publique parce que ce serait touché de manière inacceptable au modèle français. Et on vous dit qu'on augmente les impôts parce que c'est un problème de justice sociale. Un an après, on vous dit quand même que c'est les priorités de donner aux entreprises la possibilité de créer des emplois parce que ce sont les entreprises qui créent les emplois. On vous dit que si on ne réduit pas la dépense publique, c'est le modèle social français qui est en danger. Et on vous dit que les impôts ont atteint un niveau insupportable. Donc il y a quand même une inflexion qui est majeure. Alors après, le problème, c'est qu'on a beaucoup de discours. Les discours sont très encourageants. Le fait d'avoir un président de la République qui allait dans la Silicon Valley dire aux entreprises que c'était important qu'elles viennent en France. Les mesures qui sont faites pour attirer les entreprises étrangères, même si certaines donnent quand même l'impression de vouloir, maîtriser une armée de blindés avec un pistolet à eau. Ça va dans le bon sens, et notamment la promesse d'une certaine stabilité fiscale, parce que c'est ça vraiment, je crois que c'est la principale revendication et la principale requête des entreprises vis-à-vis de l'État, c'est arrêter l'instabilité réglementaire, fiscale. C'est insupportable parce que ça coûte très cher, ça remet en cause plein de choses. Et donc, je crois la première chose que vraiment voudraient les entreprises, c'est que même à la limite, on ne fasse plus rien, quoi. Mais bon, c'est pas, donc ça, c'est important. Donc, pour le moment, on a un discours. Sur la dépense publique, on a un discours, pareil, encourageant
sur la nécessité de réduire la dépense publique. Alors, encore une fois, réduire la dépense publique, ça ne veut pas dire moins d'instituteurs dans les classes, moins d'infirmières dans les hôpitaux ou moins de policiers dans les rues. Ça veut dire une organisation différente, une modernisation de l'organisation, l'utilisation des outils modernes comme Internet, etc., pour moderniser l'État et pour qu'il coûte moins cher. Donc là, apparemment, c'est la démarche qui a l'air d'être suivie. Mais là encore, on a surtout des discours. Donc c'est bien d'avoir des discours, mais maintenant, il faut des actes. Donc on sera fixé le deuxième trimestre, là, va être complètement décisif. Vous nous dites aussi que la France est le seul pays à ne pas avoir fait de réforme de l'administration, le seul pays européen, depuis les années 50. Vous proposez une réforme totale ou juste un lifting ? Non, justement, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de réussir à moderniser l'administration en faisant que tout ce qui pèse aujourd'hui ne pèse plus demain. En gros, on a une administration aujourd'hui qui est d'abord trop nombreuse, avec trop d'échelons, et dans laquelle finalement toutes les fonctions administratives sont devenues une espèce de trou noir qui absorbe toute la ressource, et que même les fonctionnaires qui travaillent au contact du public sont eux aussi victimes de paupérisation. Je vous donne un exemple, c'est l'éducation. Dans l'éducation, il faut savoir qu'un enseignant français, par exemple, gagne 30% de moins qu'un enseignant allemand. Mais le coût de fonctionnement de l'administration éducation nationale, il est presque 20 milliards d'euros plus élevé en France qu'en Allemagne. Donc l'idée de cette modernisation de l'administration, c'est vraiment de décongestionner tout ce qui est service administratif, notamment avec l'utilisation des nouvelles technologies, pour remettre des gens et des moyens financiers directement au service de la population, au service des Français. Si vous prenez, et ça c'est valable dans toutes les administrations, elles vous le disent, les gens au guichet, vous pouvez aller dans n'importe quelle administration, les gens au guichet, c'est tout juste s'ils sont pas obligés de payer eux-mêmes la recharge pour l'imprimante. Et tout le monde l'a fait, alors tout le monde l'a fait dans des proportions bien supérieures à ce que nous on a fait. C'est-à-dire, grosso modo, n'oubliez pas que par exemple au Canada, dans les années 90, ils ont décidé de réduire de 20% la dépense de chaque ministère. 20%, là on n'est pas dans 0,1, ça. Et ils ont supprimé, il y avait 34 ministères, ils en ont supprimé une dizaine d'un coup. Donc imaginez demain qu'on dise, voilà, on supprime 10 ministères. Donc ils l'ont fait, ils ont eu le courage de le faire. Les Anglais l'ont fait aussi, les Suédois l'ont fait aussi, les Italiens l'ont fait aussi, donc c'est possible. Alors ça veut dire qu'il faut aussi s'interroger sur les missions de l'État. Est-ce que l'État a vocation, est-ce qu'il y a des choses, peut-être que l'État a vocation à les abandonner, à ne pas les faire. Et prenez l'exemple de bonne modernisation, c'est ce qu'ont fait les commissariats anglais. Par exemple, il y a tout un tas de commissariats dans les grandes villes anglaises. Par exemple, quand vous appelez le commissariat au téléphone, là quand vous appelez le commissariat en France par exemple, c'est un policier qui vous répond. Parce que la vocation d'un policier, c'est de répondre au téléphone. Non. Donc vous avez des secrétaires qui sont dans les bureaux et les flics qui sont sur le terrain. Les flics qui sont sur le terrain, alors par exemple ils ont des tablettes qui font qu'ils ne sont pas obligés de repasser au commissariat toutes les 2 heures pour savoir ce qu'ils doivent faire. Et donc du coup vous avez réussi par exemple dans des villes anglaises avec moins de policiers à réussir à faire baisser quand même la délinquance. Et ça c'est vraiment l'idée que à cette modernisation de l'État tout le monde peut y gagner, y compris les fonctionnaires. Donc en fait une recherche de l'efficacité. Absolument, c'est majeur. Avec l'aide des nouvelles technologies. Exactement. Mais merci beaucoup. Eh bien avec plaisir. Roner. La radio qui élève le débat jusqu'à t'envoyer on air.